Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 h à Kidal, la même heure à Bouaké en Côte d'Ivoire. Le journal Bourama Traoré. Les titres. Jour de vérité pour le Mali et la Côte d'Ivoire. Les deux pays s'affrontent ce samedi pour une place en demi-finale de la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Les enjeux de ce duel ouest-africain à suivre. Le ministre de la Santé remet une quantité importante de vivres et de produits pharmaceutiques à la population de Kidal. Au même moment, celui en charge de l'administration territoriale décore à Mopti des militaires blessés sur le théâtre des opérations. À moins de 20 jours du 37e sommet des chefs d'État de l'Union africaine, on ne connaît toujours pas le nom du successeur du président comorien Azali Assoumani. Une situation inédite à l'UEA, la raison dans cette édition. En Inde, un pigeon vient d'être relâché après 8 mois d'enquête. La police le soupçonnait d'avoir servi à espionner au profit de la Chine. Il a finalement été blanchi et libéré. C'est tout pour les titres. Oui, une fois n'est pas coutume, nous ouvrons cette édition avec le sport. L'actualité oblige, les Aigles du Mali affrontent cet après-midi les éléphants de Côte d'Ivoire en quart de finale. L'enjeu de ce match, c'est bien évidemment une place en demi-finale. Le coup d'envoi de ce choc ouest-africain est prévu à 17 h au stade de la paix de Bouaké. Les explications de Famourou Djourté. Le Mali, avec un parcours impeccable, aspire à continuer sur sa lancée et vise une place dans le dernier carré, un stade qu'il n'a pas atteint depuis la CAN 2013 en Afrique du Sud. Les Aigles du Mali, après avoir écarté les étalons du Burkina Faso, sont déterminés à vaincre les éléphants de la Côte d'Ivoire, portés par le soutien fervent de leur nation. Éric Chekouchel, sélectionneur du Mali. Pour moi, il y a une chose qui est importante. Déjà, c'est que la Côte d'Ivoire est favori. Elle est dans son pays. Au classement FIFA, elle est devant le Mali. Donc aujourd'hui, les favoris, je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus possible. C'est la Côte d'Ivoire. Nous, on a commencé une compétition avec des maîtres mots qui sont l'humilité, le travail et l'ambition. Les Ivoiriens ayant écarté le tenant du titre, le Sénégal se présente révigoré et transformé après un début de tournoi timide. Les partenaires de Franck Kessié sont pleins d'ambition, d'autant plus que le tournoi se dispute sur leur sol. Leur prochain obstacle est l'équipe malienne, solidement armée à tous les niveaux du jeu. Emers Faye, sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire. On aborde ce match avec de la confiance, en sachant que ça va être un match encore difficile, parce que cette équipe malienne est une très très bonne équipe qui sait jouer au foot, qui a des milieux avec vraiment beaucoup de qualité et qui va nous poser des problèmes. Donc ça va être un match difficile, mais on va se préparer pour tenir la dragée haute et se qualifier pour les demi-finales. Bien que la Côte d'Ivoire domine historiquement les confrontations avec 20 victoires face aux 3 du Mali, ce bilan ne devrait pas influencer l'issue de cette rencontre qui promet d'être indécise. Les deux nations se sont déjà croisées 5 fois lors de la Coupe d'Afrique des Nations avec une nette avance pour les Ivoiriens tant en victoire qu'en termes de buts marqués. Cependant, cette rencontre est attendue comme une renaissance du football africain où la seule certitude reste l'incertitude et les surprises que seule la magie du terrain peut révéler. Mali-Côte d'Ivoire, coup d'envoi 17h GMT. Le dernier quart de finale verra deux équipes ayant déjoué les pronostics s'affronter avec détermination au stade Charles-Konan Banny. Il s'agit du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud. Ce sera à 20h. Les Cap-Verdiens, à la surprise générale, ont dominé leur groupe, surpassant des adversaires tels que l'Égypte et le Ghana. L'Afrique du Sud, non moins impressionnante, s'est offert le scalp du Maroc, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Les deux sélections auront à cœur de continuer à écrire leur histoire dans cette compétition pleine de surprises. Le match promet d'être serré, le Cap-Vert cherchant à atteindre pour la première fois la demi-finale. Une tâche qui rappelle la confrontation de 2013 contre le Ghana, mais cette fois, les requins bleus auront à prouver qu'ils peuvent aller encore plus loin. Le gagnant de ce duel aura à se mesurer au Nigeria, déjà en attente en demi-finale, après sa victoire 1-0 contre l'Angola. Le Mali et la Côte d'Ivoire qui s'affrontent cet après-midi en quart de finale connaissent leur potentiel adversaire. Dans le choc entre outsiders, c'est la République démocratique du Congo qui a réussi à mieux s'en sortir face à la Guinée qui a pourtant mené au score. Les Congolais se sont imposés par 3-1 et accèdent au top 4 africain.
Comme nous enseigne bien un célèbre artiste malien, Askia Modibo, le sport, c'est le fair play et non la guerre. Il faut donc rester fair play, quel que soit le résultat. Les Maliens seront certainement animés de cet esprit à l'issue du match qui oppose dans moins de 4 heures les Aigles du Mali aux éléphants de Côte d'Ivoire pour une place en demi-finale de la CAN 2023. Mais mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. Pour éviter tout débordement, la direction générale de la police a pris certaines mesures que nous explique Alpha Maïga. Ici, à la direction générale de la police nationale, on retrousse les manches. Comme on le dit, gérer, c'est prévoir. Agissant des actes de vandalisme, il y a de cela quelques jours, des résultats sont enregistrés et cela au bonheur des uns et des autres. Contrôleur général de police, Issouf Koné, directeur général adjoint de la police nationale. En termes d'interpellation, il y a eu du vandalisme sur un taxi que nous avons enregistré au niveau du carrefour Sokolong de Calaban et les enquêtes continuent, mais il n'y a pas eu de blessés. Ainsi, la CAN 2023 amorce un autre virage important qui exige, au-delà de la passion football, un besoin savoir raison garder. L'appel va à l'ensemble de la population de faire preuve de fair play. Le ballon est un facteur fédérateur et de mobilisation et de stimulant pour le développement des pays. Si ce quart de finale a eu lieu sur le terrain de jeu appelé Stade de la Paix de Bouaké, c'est que le football doit amener à la joie et la quiétude. Et du coup, éviter les réseaux sociaux. Nous demandons une fois de plus à ces acteurs de faire preuve encore de beaucoup de civisme parce qu'il peut y avoir des poursuites lorsque vous faites appel à des manifestations, à des actes de vandalisme en lien avec la cybercriminalité. Et ceux qui partagent d'ailleurs ces informations, tous peuvent être impliqués dans ces infractions, dans notre arsenal juridique. Du coup, les opérations de sensibilisation à l'endroit des supporters et surtout des téléspectateurs promptes à manifester leurs sentiments doivent continuer. Oui, ces deux peuples frères, beaucoup de choses nous unissent, l'histoire, la géographie. Nous estimons, nous sollicitons et nous invitons d'ailleurs la population à mettre de leur mieux l'esprit de fair play qui anime même le sport au roi qui est le football aujourd'hui. Quelles que soient les hypothèses, les regards restent tournés vers les rues de la capitale. En toile de fond, quelques mesures édictées par la direction générale de la police. Interpeller tout individu qui s'adonne à des actes d'agression des personnes. Interpeller tout individu qui s'adonne tout acte de nature à troubler l'ordre public, à occasionner des accidents de la circulation routière. Rester extrêmement vigilant avant, pendant et après le match. Ne faire usage de la force qu'en cas de nécessité, entre autres. C'est une réponse concrète à l'une des préoccupations de la population de Kidal. Elle reçoit une quantité importante de vivres, de produits pharmaceutiques et de nouvelles ambulances. Le don a été remis par le ministre de la Santé et du Développement social. Le colonel Hassan Badelo Touré assure que les efforts se poursuivront pour soulager nos compatriotes sur les pas du ministre de la Santé, Sidi El-Mehdi Ag Al-Bakar. Dans le cadre de la visite ministérielle à Kida, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badjalo Touré, entouré des membres de son cabinet, des directeurs des services centraux de la santé, a procédé à la remise des clés de des ambulances médicalisées, ainsi que des médicaments, des équipements médicaux et des vivres pour atténuer la souffrance des populations de la 8e région. Le colonel Assa Badjalo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Sentiment de satisfaction, un sentiment de devoir accompli, parce que dès la première prise de contact avec monsieur le gouverneur, on a dit que nous allons tout faire pour faire acheminer des ambulances, des vivres et des médicaments. Chose promise, chose faite. Et nous sommes là, on ne va pas s'arrêter là, on va faire une visite des centres de santé de Kidal, recenser tous les problèmes et essayer de voir ce qu'on peut faire. Et dire que les plus hautes autorités de ce pays, commencé par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le chef du gouvernement, le docteur Choguel Kougal Maïga et toute la transition feront tout pour que ces populations de Kidal soient au même niveau que les autres populations, surtout en ce qui concerne les services sociaux de base. La santé sera là, nos directeurs sont déjà là, on va voir les personnels qui manquent, qui viendront sous peu et tout sera fait pour
pour qu'ils soient dans les meilleures conditions de vie. Minata Oleti Suluma, bénéficiaire. El Hadj Gamou nous facilite vraiment la vie ici à Kidal. Le ministre de la Santé a également participé à la conférence des cadres. À cette occasion, il a été constaté que le secteur de la santé se remet sur pied au grand bonheur des populations de la 8e région. Kidal, Sidi El Media Galbeka pour l'ORTN. Si le ministre en charge de la Santé était à Kidal pour apporter le soutien de l'État à la population, celui chargé de l'administration territoriale était à Mopti pour exprimer la reconnaissance de la nation aux militaires blessés sous le théâtre des opérations. Ils ont reçu des mains du colonel Abdoulaye Maïga des médailles pour les sacrifices consentis dans la défense de la patrie. La cérémonie s'est déroulée au camp Amadon Bokari Bari Dibalobo de Sévari. Oumar Maïga nous raconte. Dans la 6e région militaire, ils sont au total 10 militaires blessés de guerre, dont un hospitalisé, à recevoir des mains du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, des médailles des blessés de guerre au camp Amadoun Bokari Baridi Balobo de Sévaré, au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Colonel Abdoulaye Meiga. Sur instruction du chef suprême des armées, son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, il a décidé de décerner des médailles de blessés à certains famants qui ont été blessés malheureusement au cours d'un engagement opérationnel. C'était un témoignage de leur engagement, une reconnaissance également des actes qu'ils ont posés dans leur mission régalienne, mission salvatrice de défense de l'intégrité de notre territoire et de la sécurisation des personnes et des biens. La remise des médailles aux militaires engagés sur le théâtre des opérations pour la défense de l'intégrité territoriale et de la libre circulation des personnes et de leurs biens est une source de motivation et un devoir de reconnaissance. Colonel Abdoulaye Meiga, ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, chef des missions. Évidemment, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant. Ils sont en vie ici avec nous. Et nous leur souhaitons au nom du chef de l'État un prompt rétablissement. Nous avons également saisi cette occasion pour leur transmettre les chaleureuses félicitations du ministre de la Défense et des anciens combattants, le colonel Sadio Kamara. Également témoigner de toute la fierté qu'il ressent pour ces hommes en son nom propre et bien entendu au nom du chef suprême des armées, et son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Lieutenant-colonel Adama Danyoko, chef d'état-major de la zone de défense numéro 6. Cette remise de décoration pour les blessés de guerre est un geste réconfortant pour ces militaires ici présents, pour le mérite du devoir bien accompli. Une cérémonie riche en couleurs qui a enregistré la présence de plusieurs ministres et les membres du CNT. La revue des troupes et le repas de corps ont couronné les activités dans la 6e région militaire à Mopti. Mopti, Oumar Meiga et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Sur la scène internationale, c'est une situation inédite à l'Union africaine. À moins de 20 jours du 37e sommet des chefs d'État de l'organisation prévu les 17 et 18 février à Addis Abeba, on ne connaît toujours pas le nom du successeur du président comorien Azali Assoumani. La raison, l'impossibilité pour l'Afrique du Nord qui devait assurer la présidence tournante de l'UA de s'entendre sur un candidat. Le choix devait se faire entre l'Algérie et le Maroc selon une source diplomatique, mais aucun des deux États n'a voulu céder à l'autre en raison de leurs relations jugées tendues. Au Tchad, Jean-Bernard Padare est élu président du Conseil constitutionnel. Les 9 membres de la plus haute juridiction du pays ont prêté serment avant d'élire cette figure du pouvoir à la tête de l'instance, recréée dans le cadre de la nouvelle constitution. Âgé de 56 ans, Jean-Bernard Padare est avocat originaire du sud-ouest du pays. Il fut défenseur des droits humains et conseiller d'Idriss Déby, puis ministre. En République démocratique du Congo, la nouvelle Assemblée nationale a mis en place des commissions spéciales pour valider les mandats de députés. Ce n'est qu'après cette opération que ces derniers pourront exercer leurs fonctions en attendant la fin du contentieux devant la Cour constitutionnelle. Ils sont 477 élus sur les 500 attendus. Les députés ont encore plusieurs semaines pour valider les mandats, élaborer les règlements intérieurs et élire les membres du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Au Kenya, un camion chargé de bonbons de gaz a explosé un peu avant minuit
nuit dans la nuit du 1er au 2 février dans le quartier résidentiel populaire d'Ambagassi à Nairobi. L'explosion a eu lieu sur un site de stockage illégal selon l'Institut pétrolier d'Afrique de l'Est. 3 personnes ont perdu la vie et 280 ont été blessées selon le porte-parole du gouvernement kényan. Des maisons ont également été détruites et des commerces brûlés. Les habitants continuent de fouiller dans les décombres pour tenter de récupérer quelques biens. Enfin, en Inde, c'est une histoire qui sort un peu de l'ordinaire. Un pigeon vient d'être relâché après 8 mois d'enquête. La police le soupçonnait d'avoir servi à espionner au profit de la Chine. Il a finalement été blanchi et libéré. Ce sont 2 bagues accrochées aux pattes de l'oiseau qui ont alerté la police de Bombay. Celle-ci comprenait en effet des inscriptions en caractère chinois. Le pigeon a donc tout de suite été soupçonné de travailler pour Pékin et placé en détention dans une clinique vétérinaire de la ville. Les services indiens peuvent enfin souffler. L'oiseau s'était enfin échappé d'une course à Taïwan pour terminer à des milliers de kilomètres de là sur la côte indienne. Blanchi, l'oiseau a donc pu reprendre son envol. Retour au Mali, sur les pas des membres de la Commission de développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel qui poursuivent leur visite de terrain, à travers laquelle ils veulent toucher du doigt les préoccupations du monde rural. Ils étaient à Djoliba pour s'inquiéter du fonctionnement et des difficultés de la société agricole d'Adougura et Nietasoba. Abdoukarim Kaba était également de la visite. La pisciculture sous toutes ses formes a été visitée avec des explications à l'appui aux membres de la Commission de développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel par les techniciens. De l'éclosion à la vente en passant par la production et la fabrication d'aliments, ici à la société d'Adougura Nietasoba, c'est toute une chaîne pour promouvoir la pisciculture, d'où cette visite de la Commission de développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Abdoulaye Kontao, membre de la Commission de développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Recueillir leurs difficultés et leurs progrès, leurs besoins et puis avoir des recommandations pour pouvoir déposer au niveau du gouvernement et de l'Assemblée. Si ces genres de fermes sont multipliés dans le pays, le Mali allait reprendre sa place d'antan, tel que premier producteur de poissons dans l'Afrique occidentale. De telles visites permettent de faire connaître le potentiel du Mali, martèle le directeur général de la société d'Adougura Nietasoba, Boubacar Sidibé. Dieu seul sait qu'aujourd'hui le secteur est pas facile. Je dis pas facile dans les différentes acquisitions surtout en matières premières, même l'élaboration de plans, et c'est pas du tout facile. La délégation conduite par le président de la Commission de développement rural du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Mahamadou Silla, a fait le tour de la chaîne piscicole. De Djoliba, posons nos valises à Caille, où la 5e session du projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement sous le plaidoyer et le leadership transformationnel dans la gouvernance vient de s'achever. À l'initiative de l'école de maintien de la paix à Blondembeya, la session a concerné 40 participants venus de 5 communes de la région. Retour sur la cérémonie de clôture de cette session avec notre correspondante sur place, Balkissa Sadibou Chirifou Aïdara. C'est dans cette atmosphère conviviale que se sont achevés les 5 jours de formation sur le plaidoyer et le leadership transformationnel dans la gouvernance. La session a permis à la quarantaine de participants, dont 32 femmes de 5 communes de Caille, d'acquérir de nouvelles connaissances pour mieux gérer leurs organisations. Alima Diagouraga, représentante des participants. Vraiment, les Dourouni. Pendant ces 5 jours, nous avons été très bien formés. Nous savons désormais comment être un bon leader, comment faire un plaidoyer, comment maintenir nos filles à l'école. Nous avons aussi appris qu'il faut surtout rassembler nos membres et procéder à un partage régulier d'informations et recueillir les avis de chacun. L'initiative du projet Renforcement de capacité des femmes vectrices de changement RECAFEVEC concerne des cadres civils et militaires, conseillers communaux, femmes leaders et organisations de la société civile. La formation a tourné autour de différents modules. Colonel Aliou Bagayogo, directeur de formation à l'école de maintien de la paix à Blondembeya. Un premier module en fait sur le plaidoyer. Ça a couvert effectivement aussi les questions de gouvernance. Nous avons discuté également aussi des questions de prise de parole en public. Les leadership transformationnels aussi parce que nous avons suffisamment de leaders aujourd'hui, mais qui, dans leurs objectifs, ne sont pas tendus vers en fait cette transformation. Hamadou Ndiko, directeur de cabinet du gouverneur de la région de Caille. Vous aurez eu
à travers les modules ici dispensés dans le cadre d'une synergie d'action entre hommes et femmes. Tout le renforcement nécessaire des capacités sur la maîtrise des techniques de plaidoyer et de leadership transformationnel devant faciliter la valeur ajoutée des femmes dans le domaine de la paix, la sécurité, le développement et l'autonomisation économique. La session, financée par l'ambassade de Norvège au Mali, a été sanctionnée par une remise de certificats aux participants. Kai, Balkissa Sadibou Chérif Haïdara, Lassana Keita pour l'ORTM. 13h19 à Bamako, on s'arrête là pour cette édition. À la mise en ligne, Sékou Traoré. Aux manettes, Alimata Ouattara devant ses micros, Brahma Traoré. Mohamed Sangaré s'installe après moi pour la synthèse de l'actualité dans nos régions. Merci à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents moments de radio à notre compagnie.